bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien, Passé une bonne merci. semaine? Oui, ça va. Chaudement plutôt. Hein. Oui, il a fait chaud quand même. Hein. N'est-ce pas? Oh là là, Les 25 températures, degrés. Oui. Vraiment, on l'a bien ressenti Oui. cette semaine. Mais on a eu une baisse quand même là, hier et aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, non, du coup, on aura de bonnes nouvelles. Enfin, pas tout de suite, non. On verra samedi. On verra samedi. On verra samedi, la bonne nouvelle. On commence déjà par la baisse de température, c'est déjà pas mal. Exactement. Ça va, Amel? Ça va, merci. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, Amel, nous allons nous intéresser à l'urbanisme puisque une conférence sera organisée à partir de demain jusqu'à lundi où des experts et des spécialistes de la question de l'urbanisme vont se réunir afin de discuter de l'avenir de l'urbanisme et surtout aujourd'hui on parle beaucoup de réchauffement climatique et son rapport avec l'urbanisme. Nous allons revenir sur cette conférence dans un petit moment. Et aussi, alors c'est la journée mondiale des guides touristiques. Ah oui, oui. D'accord. Alors c'est sympa de rencontrer les guides touristiques. Ah oui, moi franchement j'aurais aimé visiter la Casbah. Avec un guide. C'est pas trop tard. Hein. Ouais. Alors, il y a quelques années, il y avait notre amie Falia El-Hamdi qui avait rencontré. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle connaît très bien la Casbah. Elle connaît très bien. Elle avait rencontré le plus jeune à l'époque, guide de la Casbah, qui à l'époque n'avait que 13 ans. Ah bon? Eh oui. D'accord. Mais 13 ans, il était magnifique. Il connaissait les lieux. Il connaissait les lieux et toute l'histoire de la Casbah. Il y a beaucoup d'anecdotes qui vont avec. Puisque c'est la journée mondiale des guides touristiques, donc nous allons revenir un peu sur ce métier, l'apprentissage du métier, parce que c'est un apprentissage, c'est connaître l'histoire, toute une formation, et surtout les qualités d'un bon guide touristique. Nous allons en parler en cette matinée. Les étudiants seront parmi nous, et cette fois-ci, ça va être les étudiants de l'école des statistiques qui organise un très bel événement au profit des étudiants. Ça va être la data science et c'est un événement qui a commencé hier, il va se poursuivre jusqu'à demain. Alors de quoi s'agit cet événement? Quels sont les ateliers qui accompagnent cet événement et quelle est la finalité finalement surtout de cette compétition? Les étudiants nous en parleront dans un petit moment. Et comme chaque samedi, Samira Hadjamar et aussi Siham Knouch seront parmi nous. Samira va s'intéresser cette fois-ci à Das Sofban. On verra ce que Knouch nous présentera comme prénom, comme chaque samedi. Et aussi, place à la santé, comme chaque vendredi, pardon. Tu m'as pas corrigé, comment ça se fait? J'ai pas fait attention. Comment ça je suis partie ailleurs un peu. Bon, le plus important, c'est que je me suis corrigée moi-même. Hein. C'est bien. Je suis fière de moi aujourd'hui. C'est bien quand même. Et je disais, comme chaque vendredi, Dr Fethi Benachno sera parmi nous. Bien entendu, le mois de Ramadan approche à grands pas. Ce sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah, peut-être samedi, peut-être dimanche. Ouais, on verra on bien. Verra. Et comme Dr Benachnou nous dit, le mois de Ramadan se prépare sur le plan de la santé. Donc c'est vrai que nous le préparons sur le plan folklorique, on va dire, n'est-ce pas? Le ménage, la nouvelle vaisselle, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a les préparatifs sur le plan santé. Alors comment se préparer pour avoir un jeûne plutôt sain tout au long de ce mois, béni. Et ce sont des questions auxquelles Dr Fethi Benachnou répondra à nos questions. Et voilà, tu nous disais, Amel, qu'il va faire plutôt bon aujourd'hui. Ouais. Plutôt bon. Plutôt beau. Plutôt beau et plutôt bon. Ouais. Les températures assez agréables. Voilà. Mais par contre, à l'ouest, les températures, elles seront plutôt élevées. Hein. Voilà, plutôt élevées. On aura besoin d'un peu plus de détails, par contre. Allons-y. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors, nous avons déjà eu un avant-goût, Amel. Oui. Donc, il va faire beau aujourd'hui. Exactement. Avec une température plutôt agréable, sauf à l'ouest. Sauf à l'ouest, oui. Voilà. Ça, c'est pour résumer. Mais sinon, plus de détails, Amel? Merci, Noro. Vas-y, Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit de la brume sur pratiquement une grande partie des régions nord. Comme on peut le voir sur la carte. Et puis, le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé durant la journée, mais se voilera en fin d'après-midi par l'ouest, également sur le centre. La moitié sud, excepté quelques pluies par endroits vers le sud des Oasis et le Sahara oriental. Partout ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Mais à noter des soulons de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Nord Sahara, les Oasis, le Hégard et le Tassili.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les températures sont plutôt élevées sur les régions de l'ouest. Le maximum 26 degrés du côté de Tlemcen, 24 à Oran, 19 à Alger et Tiaret, 22 Tizi Ouzou, 18 degrés à Annaba et Séti, 20 degrés à Guelma, 19 à Batna, 17 degrés à Djelfa, 15 à Al-Bayad, au sud 21 degrés Béchar, Gardaya, également Ilizi, 23 à Biskra, également Janet. 26 degrés Tindouf, Adrar, Timimoun, 22 à Insalah, 20 degrés à Tamanrasset, 27 Borj Bedjmourtar et le maximum cette fois-ci à Ngzem avec 30 degrés. La mer, aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, plutôt calme sur les côtes est avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes est et les vents seront variables et arriveront jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre et les vents sont de secteur est à nord-est. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le temps restera plutôt nuageux. Du côté de Berlin viennent également vers Madrid des pluies chargées, des nuages chargés de pluie à Lisbonne, Londres, également Istanbul, mais il y a de la neige du côté d'Istanbul. Mais le ciel restera passagèrement nuageux à Moscou, Kiev, Vienne et Rome. Le mercure affichera moins 3 degrés à Moscou, le minimum à Kiev avec moins 4 degrés à Vienne, 2 à Istanbul, 7 à Berlin, 17 degrés Rome, Madrid, 16 à Paris, 14 à Londres, en passant par les 16 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on note quand même des températures hors saison. Exactement, surtout à l'ouest. Donc, comme tu as pu le voir, Tlemcen, 26 degrés, c'est un peu trop quand même. C'est un peu trop pour un mois de février, Exactement. effectivement. Pour un mois de février, par contre, il faut faire très attention par rapport à sa tenue vestimentaire. Oui, il faut on pas risque trop d'avoir enlever. une baisse brutale. Voilà. Malheureusement, n'est-ce on a cette habitude d'enlever un peu les vêtements quand il Oui. fait chaud. Chose qu'il ne faut pas faire, mais bon, c'est plus fort que nous. Oui, C'est à un plus moment fort donné, que- c'est vrai que les chaleurs du mois, enfin, quand c'est hors saison, Exactement. elles sont pesantes plus que lorsque c'est la saison elle-même. Quand n'est-ce la pas saison estivale, exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure dans le Inch'Allah. journal télévisé du midi, après celui de 19h, et puis demain. Demain, À partir de avec 8h. plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. On Merci. continue et ça va être donc une chanson. Fi Madhaba Souaï Salat Salam, Qamari. On se retrouve juste après. Donc, comme chaque vendredi, on commence en compagnie du docteur Fethi Benachnou, qui cette fois-ci va encore nous parler donc, de comment se préparer pour avoir un jeûne sain, puisque Ramadan arrive à grands pas. Et cette fois-ci, on s'intéresse à une thématique particulière, donc la prise de médicaments et Ramadan, et ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. صباح الخير. Comment ça va? Ça va, Ça se alhamdoulilah. passe bien, on a passé une bonne semaine. Très bonne C'est passé semaine. aussi vite que d'habitude, docteur? Aussi vite, mais moi je contrôle parce que j'ai pas de week-end ou un truc Oui, comme ça. oui. Ça s'enchaîne. Des fois c'est le dimanche. Mais allez, c'est bon. Tant qu'on a la santé, alhamdoulilah. Exactement. Alors, docteur, on continue donc sur la même lancée. Ça fait quand même quelques vendredis que nous préparons la venue donc, de ce grand invité tant attendu qui est le mois de Ramadan. Et surtout, comment passer un mois de Ramadan sain, donc sur le plan santé. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse à la prise de médicaments durant le mois de Ramadan. Avant de parler, on va parler de Ramadan. Ce matin, je venais dans ma voiture, j'écoutais la radio et on continue à dire le mois sacré. Oui. C'est pas le mois sacré. Sacré en arabe, ça veut dire muqaddas. Or, Ramadan, Mubarak. Mubarak, quand on traduit, ça veut dire béni. Alors, s'il vous plaît, ne dites plus le mois sacré. Attention, il y a des mois sacrés dans comme le- Muharram. Muharram, tout Muharram ça, est un mois ça sacré, c'est des effectivement. mois sacrés, muqadsin. Tandis que Ramadan, c'est le mois béni, béni, point à la ligne. On revient à nos médicaments. Je trouve que, et je peux en témoigner parce que
le Canal Algérie a une grande, me donne la possibilité, et c'est une préoccupation, et je salue les responsables des programmes. Et surtout, on vous remercie d'être là chaque week-end pour nous sensibiliser encore une fois sur votre santé, docteur. Vous savez, le militantisme, Oui. c'est pas uniquement dans un parti. C'est vrai. Non, le militantisme dans tout. Et la santé, militer pour la santé de ma population, parce que je fais partie de sa population, soit que c'est du militantisme. Je crois, ça c'est ma façon de voir. Et comme je disais, qu'en Algérie s'occupe de prévention et permet l'expression de la prévention en matière de santé pour éviter de parler des maladies. Voilà l'enjeu. Et Ramadan, bien avant, on parle toujours de prévention et dommage, ce n'est qu'en plein Ramadan qu'on va dire aux gens allez voir voir le médecin. Mais il ne faut pas aller voir le médecin. Il faut aller voir son médecin. Son médecin traitant. Parce que, et il explique, par exemple, les médicaments. Attention, c'est des produits vivants. On voit un petit comprimé, c'est un petit comprimé, je l'avale. Non, quand il pénètre dans le corps, il a une activité, il a une action, il s'intègre dans le corps, il s'intègre dans les systèmes. Et surtout, il faut comprendre qu'un médicament, un petit comprimé, donc on a l'habitude de prendre, il a ce qu'on appelle une durée de vie. Une durée de vie, je ne rentre pas dans les histoires de demi-vie, tout ça, ça c'est des trucs techniques, une demi-vie. On prend, à chaque fois je le dis, le paracétamol. Oui. Paracétamol, il a une action de 6 heures. Au bout de 6 heures, il n'a plus d'efficacité, il faut reprendre, il faut recharger le corps. Quand on a une maladie chronique, une maladie cardiaque, une hypertension, un diabète, et quand vous faites une injection ou quand vous prenez votre comprimé contre l'hypertension artérielle, elle a une durée de vie. Il y en a qui ont une durée de vie de 8 heures, il y en a qui ont une durée de vie de 12 heures, il y en a qui ont une durée de vie de 24 heures. Et ça, c'est indiqué déjà sur la notice du médicament et c'est sensibilisé aussi par le médecin. Oui, mais lorsque c'est prescrit. Oui, mais il faut voir la psychologie des gens, même vous, moi, j'espère. Quand on a l'habitude, et c'est ça la maladie chronique, quand on a l'habitude, on va prendre son comprimé et on ne surveille plus est-ce qu'il est efficace. Quand on veut faire jeûner, quand on jeûne, sur ordre, sur orientation de son médecin traitant. Mais c'est jeûner comme ça, je répète, sur orientation de son médecin traitant. Et il faut comprendre pourquoi aller avant le début du Ramadan. Premièrement, savoir si on peut jeûner ou pas, et même dans la prescription du jeûne, كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم, il vous a été prescrit de jeûner comme ça a été fait pour les générations précédentes. Mais attention, il y a une suite de ces mais si vous êtes malade ou là en voyage, tout ça, vous êtes dispensé. Là, ce qu'il faut aller chez son médecin traitant, qui vous connaît de longue date, vous êtes fidèle dans le sens où vous êtes discipliné. Il y a des analyses qui sont faites, tout ça. On voit un petit peu l'allure, par exemple, l'allure de votre diabète et le comportement, votre comportement vis-à-vis de votre maladie qui est le diabète. Donc, il y a une idée de votre personnalité qui me permet, moi, médecin qui vous suis, on fait un trio. Oui. Il y a le sujet, le médecin et la maladie. Et comment est gérée cette maladie, comment elle est métabolisée psychiquement, tout ça. Vous voyez, tous ces éléments sont importants qui me permettent de vous dire somme ou la massomche. Deuxièmement, quand un produit a 8 heures d'efficacité, d'action, on jeûne pendant 16 heures. 15 heures environ. 15 heures. Une fois les 8 heures passées de ce médicament, et pour atteindre Waqt al-Ftar, il y aura un vide. Votre corps, votre maladie n'est plus contrôlée par votre... Alors, on vient de me dire, docteur, que pour le jeûne de cette année, ce sera moins de 13 heures. Moins de 13 heures. On va jeûner moins de 13 heures. C'est bon, merci. De nous donner... C'est notre réalisateur. Donc, même moins de 13 heures. Si votre médicament dure 8 heures,
À la fin des 8 heures, vous prenez vos médicaments, à la fin des 8 heures, مثلا في الفطور تاع الصباح هذاك السحور. Mais il y aura un vide. De 5 heures environ. De 6 heures environ, qui est dangereux. Votre maladie chronique n'est plus protégée par le médicament. Donc, pourquoi aller chez son médecin? Et on a une palette de médicaments de durée d'action bien définie. Le médecin pourra dire, calculer et vous dire pour que votre corps, votre maladie ne soit pas livrée à elle-même pendant un certain nombre d'heures, ce qui peut être dangereux. Donc, les médicaments, il faut, attention, il ne faut plus croire que le simple comprimé de paracétamol est innocent. On le prend comme ça. Non, il y a un calcul, il y a une durée de vie, il y a tous ces éléments-là. Aussi, par la même occasion, docteur, donc effectivement, la journée où on jeûne, donc on ne peut pas prendre de médicaments, mais certains médecins peuvent recommander d'inverser. C'est-à-dire, au lieu de prendre ces différentes prises en journée, on va les prendre entre le ftour et suhour. Et là, justement, donc, comment il faut calculer pour la prise donc, de ce médicament et aussi, par la même occasion surtout, respecter la durée de vie ou la durée de l'action du médicament dans le corps? Le médecin, il a une palette de médicaments et il connaît l'ensemble de ces médicaments. Il connaît la durée d'action, c'est surtout la durée d'action pour que le corps ne soit pas livré à lui-même, ne soit pas vidé d'un médicament qui est essentiel. Il faut que la couverture de votre corps soit permanente jusqu'à faire le joint, pas allumer un joint, jusqu'à faire le joint, mettre un peu de dans ce sujet sérieux. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Voilà. Et pour arriver au waqt al-fطor, il n'y a pas de problème. Il y a des médicaments, et c'est pour ça que j'insiste. Allez voir votre médecin traitant. Il va vous expliquer tous ces mécanismes pour que vous soyez. Il y a des médicaments, et il va juger en fonction du médicament, en fonction de sa durée d'action, en fonction de l'importance. Il va durer, par exemple, il va vous dire prenez-le à jeun, parce qu'il y a des médicaments qui se prennent à jeun, les médicaments contre la thyroïde. Et il faut qu'ils soient pris à jeun. Et tout ça, ça va rassurer et ça va affiner la protection de votre maladie chronique. Et non pas de dire, moi j'ai l'habitude de le prendre à 6 heures ou de prendre juste après le ftor. Il y a des médicaments qui ne doivent pas être pris à jeun parce que ça donne des problèmes après avoir mangé des trucs comme ça. Et ça, c'est important. Tous ces éléments-là, c'est une consultation allégée, comme on dit, mais qui est nécessaire. Et j'insistais depuis de longues années sur le fait que prévenir les gens qui ont une maladie chronique et qui, c'est très important chez nous de jeûner ou pas jeûner, il faut voir les citoyens et citoyennes comme ils sont à cheval. Est-ce que je peux Ça, c'est important. Premièrement, venir chez son médecin traitant, discuter, dialoguer, ça va baisser un peu la pression. Et une chose qui est importante, en Algérie, pratiquement l'ensemble des médecins sont musulmans. Donc eux-mêmes font, eux-mêmes ont la foi, eux-mêmes ont peur de faire... De prendre une responsabilité. Donc le médecin qui vous parle, qui vous dit « mais tu ne dois pas jeûner », il faut l'écouter. Il faut l'écouter, c'est une lourde responsabilité. C'est pas quelqu'un qui veut t'entraîner, je vais avoir un truc moralisateur, sur la mauvaise voie. Non, c'est quelqu'un qui est responsable de ta santé, et s'il te dit il faut pas jeûner, il faut pas jeûner. Sinon, oui, je te permets de jeûner. Pas dans le sens où on a calculé pour le bien de ta santé. On dit oui, tu peux jeûner, mais c'est une autorisation contrôlée. Contrôlée, voilà. Donc nous avons tout le mois de Ramadan. Entre-temps, si on régule, la personne peut reprendre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Peut reprendre le jeûne. Et même au cours du jeûne du mois de Ramadan, il faut aller régulièrement chez votre médecin traitant si on a
une maladie chronique, à ce moment-là, il faut aller. C'est un dialogue. On doit arriver à ça, Ramadan ou pas Ramadan. Il y a une relation qui doit s'établir entre le médecin traitant. Qui n'est pas occasionnel, qui ne devrait pas être occasionnel, mais qui devrait y avoir un suivi. Docteur, je voudrais juste qu'on termine sur une question, si vous permettez. Attendez, j'apporte une précision, pardon, Allez-y. pour que j'oublie pas. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Elles ont une responsabilité. Et surtout, certaines femmes tombent enceintes avec des taux d'hémoglobine, d'anémie, vraiment dans le ouizido et somo. Donc là, il faut qu'une femme enceinte sache qu'elle a une mission. C'est de mettre au monde un être vivable, un être qui soit. Donc, si ça peut protéger, allez voir votre gynéco. Bon, la grossesse n'est pas une maladie. Loin de là, je n'ai pas dit ça. C'est un état qui mobilise le corps de la femme. Parce qu'une femme normale, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'est pas enceinte, devient une autre femme lorsqu'elle est enceinte. C'est un bouleversement. Elle ne redeviendra la femme qu'elle était avant qu'après l'accouchement et après le retour des couches et toutes ces histoires-là. Donc, la femme enceinte, s'il vous plaît, allez voir votre gynéco et faites jeûner ou pas jeûner, c'est en fonction de votre... Parce que vous êtes en mission. De son état. Alors, docteur, s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. On va terminer sur juste une question. Donc là, nous avons évoqué les personnes qui ont déjà une maladie chronique, qui sont déjà sous traitement, mais d'autres personnes ne le sont pas. Et c'est un peu le but, hein, c'est d'avoir des personnes complètement saines. Et vous le savez, généralement, les 3-4 premiers jours de Ramadan, c'est tout un bouleversement, particulièrement pour les personnes qui ne se préparent pas pour le jeûne. Et après, donc c'est un état un peu, on va dire, un état qui bouleverse un peu la personne. Donc c'est beaucoup de maux de tête, beaucoup de vertiges. Et après le ftour, donc c'est une prise de médicaments parfois anarchique. Alors là, est-ce qu'on est dans l'obligation finalement de prendre du paracétamol ou un autre médicament juste parce que nous avons mal à la tête durant la journée? Pas du tout. Pas du tout, c'est essentiel et j'aimerais consacrer. Vous savez, pendant l'année, c'est 12 mois. Oui. Je vais avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes. L'année, c'est 12 mois. On a 11 mois, je le dis actuellement, en Algérie, chez les gens, d'anarchie alimentaire. Anarchie. Pendant 11 mois, le corps est complètement bouleversé. Brusquement, il y a un mois. Les premiers jours, le corps qui était drogué, entre guillemets, de prendre une pizza, de prendre un café, de prendre à n'importe quelle heure, le corps, vous allez subitement lui dire non. Maintenant, on va s'organiser. On va s'asseoir pendant un mois, on va manger uniquement pendant le Maghreb et tout ça. Ce bouleversement, c'est comme une télévision qui se dérègle. Brutalement, elle se dérègle, on n'arrive pas à voir, on voit des trucs, des petits pointillés, on n'arrive pas à capter le programme que l'on veut. C'est la même chose. Le corps est surpris par ce changement brutal de son fonctionnement. C'est comme si vous avez réglé quelque chose, déréglé beaucoup plus quelque chose, et vous voulez brutalement la remettre. Le corps humain, il répond. Et tenez-vous bien, au bout de 48 heures, au bout de 3 jours, le corps s'adapte. On a un corps intelligent, plus que l'électronique ou un truc. Et c'est là. Quand on a mal à la tête, moi je le dis, toujours, ça coûte rien et c'est bon. Toujours, ne pas penser à prendre son comprimé pour me calmer. Non, il faut aller prendre sa tension. Le premier geste, le premier signe qui signale qu'il y a une élévation de la tension artérielle, c'est un mal de tête. C'est pas fréquent, mais il faut quand même aller le voir. Deuxièmement, il faut tenir compte et avoir en tête que mon corps est en train de souffrir, entre guillemets, est en train de se réguler. Au bout de 3-4 jours, donc il faut juste lui donner le temps
Et Voilà. c'est pas la peine de le brusquer par une prise de médicaments Voilà, il qui ne va pas servir à grand-chose. Voilà, mais En tout quand cas, on a merci mal beaucoup. à la tête, Voilà. très important, Ramadan ou pas Ramadan, le premier geste qu'on doit avoir en Algérie, c'est pas aller à son comprimé de je ne sais quoi. Il faut aller contrôler sa tension, ça ne peut être que du bien, sans devenir soucieux Voilà, ou un truc comme effectivement. ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur, De encore rien. une fois, pour tous ces conseils. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour d'autres conseils. On Inch'Allah. sera à la veille de Ramadan, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Inch'Allah. Et Merci une beaucoup, chose, docteur. pardon. Très rapidement, on Et arrive à très la fin. rapidement, une chose. Il ne faut pas en faire un truc d'angoisse. Ramadan, bda, il va finir. Non, c'est le cours de la Oui. vie qui continue. Ok, merci beaucoup, docteur. Donc, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Merci. Bonne semaine à vous. On continue. Donc, on parlait justement de cette prise de médicaments de façon anarchique. Et c'est cette fois-ci, donc, on va s'y intéresser à travers ce reportage. Et on se retrouve juste après. Depuis leur découverte en 1928 par Alexandre Fleming, les antibiotiques ont connu un développement révolutionnaire. Cependant, avec leur utilisation croissante sans prescription médicale, en automédication, en dose insuffisante et de manière non conforme aux recommandations, favorise le phénomène appelé résistance bactérienne. Quand c'est une bactérie qui a causé l'infection, là, l'antibiotique va agir. Mais l'infection, elle n'est pas causée que par des bactéries, elle est causée par d'autres microbes, d'autres agents pathogènes. Même si le patient n'a pas été, c'est-à-dire ne fait pas de résistance pour un antibiotique, quand on l'utilise sans raison, on peut provoquer une résistance à cet antibiotique. Et comme ça, quand on va utiliser cet antibiotique une autre fois, il ne pourra pas tuer la bactérie pour laquelle il a été administré. L'automédication, le mauvais usage, l'accessibilité facile et d'autres facteurs sont la cause de l'antibiothérapie anarchique. C'est le facteur majeur, c'est le facteur numéro 1, on va dire, des résistances bactériennes à l'antibiotique. Parce que quand on utilise anarchiquement et sans ordonnance un antibiotique, quel que soit cet antibiotique, là, le patient ne peut pas savoir, sans analyse et sans avis médical, sans avoir consulté chez un médecin, est-ce qu'il a une infection comme c'est-à-dire qu'on a dit déjà précédemment, est-ce qu'elle est bactérienne ou pas? Là, il y a des analyses à faire par le médecin, il y a un examen clinique et paraclinique. Donc on le fait pour orienter notre diagnostic, nous les médecins, pour dire est-ce que l'infection elle est due à une bactérie ou pas. Quand elle est due à une bactérie, et même là, il faut choisir quel antibiotique donner. Les antibiotiques ont fortement fait progresser l'espérance de vie au XXe siècle. Nécessaires pour les patients hospitalisés, ont besoin de guérison lors des infections, pour les protéger quand ils sont fragiles, en réanimation, mais il est indispensable de les utiliser avec précaution. J'ai désaturé, genre mon niveau d'oxygène a baissé considérablement suite à une crise d'asthme. Moi, je ne savais pas que j'étais asthmatique. J'étais suivie quand j'étais enfant. J'ai arrêté parce que pour moi, c'est l'asthme. Et le vendredi, là, ça fait 10 jours, j'ai fait une sévère crise d'asthme, ce qui a causé Mais auparavant, vous avez des maladies respiratoires? Non, pas Déjà. forcément, non, pas forcément, juste des petites grippes, une petite sinusite, mais sans plus. L'asthme, non. Petite grippe, sinusite, donc Exactement. c'est des raisons pour lesquelles on prend des antibiotiques, c'est ça? Oui, mais avec un avis médical normalement, parce que quand on prend les médicaments, surtout les antibiotiques sans avis médical, le besoin تاعي la crise d'asthme تاعي لو كان كنت مولفة je prends des médicaments et des antibiotiques, j'aurais fait une résistance. Donc moi je déconseille fortement l'utilisation des antibiotiques hors l'avis médical ou là hors ordonnance, là sans prendre هكذا كيما نحبوا, parce qu'on vraiment on peut causer une résistance et c'est très 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 dangereux pour la santé.
La sensibilisation joue un rôle central dans la lutte contre l'antibiothérapie anarchique, en informant et éduquant les différents acteurs. Donc, changeons nos comportements, promouvons des pratiques responsables pour préserver l'efficacité des antibiotiques. Et enfin, l'antibiotique n'est pas automatique. Le message, c'est-à-dire numéro 1, c'est il ne faut pas utiliser n'importe comment tous les médicaments, toute médication. Et en particulier, les antibiotiques. Il faut passer le message à nos confrères pharmaciens. Il ne faut pas donner les antibiotiques sans prescription. Si le patient n'a pas de prescription médicale, il ne faut pas lui vendre les antibiotiques. Parce qu'un rhume, ça ne se soigne pas avec des antibiotiques. Mal à la tête, une toux. Oui, elle peut nécessiter des antibiotiques, mais si l'infection, elle est bactérienne. Et quand on dit infection bactérienne, il faut examiner déjà le malade, il faut faire des analyses, faire de l'imagerie. Il y a pas mal d'éléments pour dire que l'infection est bactérienne. Donc le message à passer, n'achetez pas tout seul vos antibiotiques en particulier. Sans médicaments, sans antibiotiques et tout, et mon traitement a pris du temps, malgré que je ne fais pas de résistance. Alors là, quand je fais une résistance, ça serait empirer encore pire, donc je déconseille l'utilisation des antibiotiques à tout va, à tout moment, non. Vraiment non. Il y a plusieurs méthodes avec lesquelles, et les antibiotiques, ils utilisent la ventoline, les aérosols, même tout ça, ça engendre. Ça engendre beaucoup de choses, donc il faut vraiment attendre l'avis médical. Et de retour sur le plateau, c'était donc la prise anarchique des antibiotiques, chose à éviter bien entendu. C'est donc un reportage auquel s'est intéressé Nawel Bendjilali. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'urbanisme puisqu'un événement majeur s'organise ou se prépare à partir de demain jusqu'à lundi. Des participants sont partis de nous ce matin, donc à savoir M. Morad Oural. Bonjour, bienvenue à vous. Enchanté Nour. Alors, Global Designer. Global Designer. Alors, on reviendra un peu sur cette spécificité. Parmi nous également Mehdi Hamadash. Bonjour Mehdi. Bonjour Nour. Bienvenue. Merci. Alors, Thermicien. Ingénieur thermicien. Voilà. Alors, là, on a vraiment l'impression que les métiers, d'une manière générale, se spécialisent de plus en plus. Hein. Donc, avant, on parlait d'urbaniste, on parlait de designer, on parlait d'architecte. Mais là, on va vraiment au détail absolu. Designer, on connaît Global Designer? Global Designer, tout simplement, on connaît le métier de designer, on l'associe souvent à des pratiques d'objets, de produits, etc. Et c'est aussi vrai. Moi, mon métier, c'est d'accompagner stratégiquement les donneurs d'ordre, les métiers, pour amener une brique design dans leur organisation, notamment les architectes et les urbanistes, dans des projets transitoires. Et on pourra en parler si vous voulez bien. Certainement, certainement. Alors, Mehdi, thermicien. Alors, thermicien, nous avons juste cette image un petit peu d'une personne qui prend un petit peu la température, mais ce n'est pas du tout ça. Alors oui, c'est beaucoup plus vaste. Un thermicien va réaliser notamment des calculs thermiques. Typiquement, si on prend l'exemple de cette pièce, il fait bon vivre. Donc on va venir faire des bilans thermiques pour dimensionner les équipements de chaud et de froid, la ventilation. Entre autres, il y a beaucoup plus de choses en réalité. On réalise des audits, des bilans carbone, mais voilà, pour faire très simple. Alors, est-ce que cela a un impact aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, sur déjà le climat, sur le réchauffement climatique, mais aussi sur une approche ou sur une démarche, on va dire, que les entreprises dans le monde, d'une manière générale, entreprennent, qui est la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se font d'ailleurs en Algérie. Aujourd'hui, si on va sur le site du ministère de l'Énergie, il y a un programme de développement des énergies renouvelables qui fixe des objectifs à horizon 2030-2035 et on sait qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, que ce soit sur le solaire, la géothermie. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se font de plus en plus en Algérie et on est là pour en parler et avec vous et lors du salon qui se tiendra dans les prochains jours. Alors, vous tendez la perche par rapport à cette conférence, donc conférence Builders Confluence, c'est ça? Tout à fait. Là, voilà. Alors, nous allons la voir sur le plateau, sur l'écran, pardon. Alors, Morad, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus donc, sur cette organisation? Alors, si on revient sur le programme, donc c'est quand même un programme très chargé. Beaucoup d'experts vont prendre part à ces tables rondes. Donc, quel est l'objectif principal de cette rencontre?
Alors globalement, l'objectif et les attendus. Donc les objectifs, c'est de pouvoir proposer à l'Algérie une conférence de très haute volée. C'est mon avis personnel. Je pense que c'est partagé. Quand on voit le panel et l'aréopage des panel. intervenants et la qualité de leurs futures interventions, le sujet, c'est d'arriver à survoler l'ensemble des problématiques qui sont liées à l'urbanisme et aux transformations urbaines, en matière d'énergie, de financement de projets, en matière de vision stratégique de la donnée notamment. On a aussi des gens d'AWS qui seront là, des designers, de grands designers renommés, et des architectes qui sont à la base de ce projet, comme pour ne pas les citer, Mourad Hamadash et Akli Amrouche, qui sont les tauliers de cet événement et qui ont œuvré à ce qu'il puisse être rendu possible. Effectivement. Alors, Mahdi, justement, c'est une rencontre qui va certainement sortir avec des résolutions, avec des propositions. J'imagine que vous venez déjà avec des propositions parce que vous avez déjà une idée de ce qui se passe en Algérie, un petit peu une idée globale de l'urbanisme en Algérie, les manques et puis, j'ai envie de dire, les points forts et les points faibles. Alors, comment vous voyez un petit peu les résolutions et les propositions qui seront donc débattues lors de ces 3 jours? Comme vient de le dire Mourad, on a vraiment plusieurs acteurs qui vont intervenir sur des domaines totalement différents. Si vous voulez, aujourd'hui, moi je peux parler de 2 prismes. On va avoir la digitalisation et me concernant l'énergie. Pour la digitalisation, aujourd'hui, on a des startups, on a des choses qui se font, qui apparaissent de plus en plus sur le marché. Je pense à Warshatik qui permet aux fournisseurs de venir intégrer une base de données avec les différents éléments qu'ils ont en leur possession. Surtout que la digitalisation, ça fait partie intégrante du plan gouvernemental. Tout à fait. Tout à fait, donc on est en plein dedans. Et côté énergie, je viens de le dire, on a le programme de développement des énergies renouvelables. Moi j'ai un chiffre, 2800. 2800, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement qu'on a en Algérie. Si on fait un petit comparatif avec un endroit que je connais un petit peu, Paris, on est à 1500 heures, c'est-à-dire qu'on a presque 2 fois plus, on m'entend pas bien peut-être, si, on a presque 2 fois plus d'heures de soleil en Algérie qu'à Paris. C'est-à-dire qu'il y a un véritable potentiel. 2 fois plus. Oui, 2 fois plus. Il y a un véritable potentiel de mise en place de solaire photovoltaïque, entre autres. Donc voilà, tous ces sujets-là, on va en parler lors des différentes conférences. Et puis, c'est quelques éléments qu'on peut apporter aujourd'hui. Alors, je vais vous poser peut-être la même question. Donc, alors là, Mahdi nous parle un peu d'un volet digitalisation et énergie. Qu'en est-il pour votre part, particulièrement donc, si on va relayer ça à votre domaine, qui est Global Designer? Je peut-être parler des gens qui vont intervenir dans le domaine du design, comme Feriel Gasmé Siakrem, qui travaille sur les matériaux biosourcés. On est un pays où, par exemple... Un matériau biosourcé, pardon, ça veut dire? On a une production, par exemple, de liège, je parle en son nom et je me permets, de liège. Le liège est déjà un matériau extrêmement important dans l'isolation dans le bâtiment. Comment on peut avancer, innover dans ce domaine avec des choses qui sont endémiques, donc qui font partie de ce pays. Il y a aussi des gens qui doivent réfléchir à comment on génère, par exemple, du mobilier urbain. Ça a été le cas de nos amis Akli déjà sur le sujet. Alors, c'est peut-être le mobilier duquel vous parlez. Ça, c'est des projets qu'on a montés sur des maisons intelligentes avec notamment Ali Ben Fatoum, qui est un ami avec qui on a travaillé avec un centre en France. Et notamment, c'était de se dire... C'était un peu ironique en disant un mobilier connecté, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement industrialisé. Il peut être fabriqué par des artisans locaux et ça peut être un mobilier connecté avec des vrais apports sur notamment la maison intelligente où on parlait d'accessibilité, la gestion du handicap, la gestion de l'âge, des seniors et de l'autonomisation. Pour nous, c'est des vrais sujets. En tant que designer, ça doit être un vrai sujet qui anime. Oui, alors excusez-moi, là vous faites penser à une idée reçue, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'on parle de digitalisation, lorsqu'on parle donc d'avancée de technologie, la première question ou la première appréhension, j'ai envie de dire, que nous avons, c'est un peu le marché de travail qui sera menacé, mais là, non, finalement, d'après ce que vous nous dites, parce que finalement, il y aura création plus d'emplois. Il y a de manière absolument évidente, et c'est pour ça qu'un événement comme celui-ci est très important, parce qu'il agrège un tas de métiers différents pour parler d'une seule voix, et de dire qu'à un moment donné, la production locale, le sourcing local, il peut être extrêmement intéressant dans le fait d'amener des solutions innovantes pour tous les marchés, et notamment les marchés inhérents à l'urbanisme et à l'architecture. Alors il y a d'autres photos qu'on pourra voir, que vous pourriez aussi nous commenter.
Alors, petite anecdote sur ce mobilier où on a utilisé du liège, c'était aussi à l'époque sur un projet, une petite idée de rendre hommage à l'Algérie, parce que moi je suis de l'Est de l'Algérie, de Kol. Très belle ville d'ailleurs. Oui, paradisiaque. ravi, je salue tout le monde de Kolo, etc. Et le sujet, c'était, on fait intervenir des gens qui disaient, oui, mais on ne peut pas découper le liège, on ne peut pas s'en servir comme du mobilier, etc. Et on avait un tout petit artisan qui venait de la région de Gigel, et qu'on connaît être très connu, effectivement, très connu aussi pour le liège, oui. pour le liège, et qui nous a aidés à faire vivre ce mobilier. Ça a été une belle revanche de la part de ce petit artisan qui a donné de belles leçons à beaucoup de gens. J'ai été ravi. De l'espoir aussi. Et oui, une belle synergie entre des artisans là-bas en France où je travaille et des gens qui venaient d'Algérie. Voilà, transfert de compétences algériennes, j'étais absolument fier. Alors justement, transfert de compétences. Une autre photo avant de passer à autre chose, peut-être à nous commenter. Moi, le sujet, simplement, c'était de pouvoir amener un tas d'innovations technologiques sans que ça puisse être quelque chose qui soit techno, la vivabilité d'un lieu, sa traversée, etc., etc. L'ergonomie d'un lieu, sans que ça se voie nécessairement. Alors là, vous m'avez tendu la perche par rapport à une question importante qui est le transfert de compétences, le transfert de connaissances. Donc là, vous répondez finalement à l'appel de la patrie, j'ai envie de dire, à l'appel donc de l'Algérie. Vous êtes là justement pour participer à ces tables rondes, à cette rencontre, dans l'espoir justement d'apporter des solutions, d'apporter de nouvelles pratiques et surtout de travailler en collaboration avec des compétences qui sont ici en Algérie. Donc comment comptez-vous mettre tout ça en œuvre? Tu veux répondre? Oui, moi vous répondrez tous les deux. Oui. Je prends un peu de hauteur et puis j'analyse un peu les différents conférenciers. Effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent directement de l'étranger pour participer à cet événement, mais pas que. Il y a aussi des fortes compétences qui sont nationales, qui vont participer à cet événement également. Et donc, c'est vraiment des lieux de rencontre où on peut échanger sur les différentes synergies, sur les différentes choses à amener, à apporter des deux côtés, enfin, c'est-à-dire avec nos connaissances, avec leurs connaissances, ce qu'on peut mettre en place directement pour le pays. Et voilà. Alors justement, Mourad, vous me disiez en coulisses que vous avez une très grande confiance finalement aux Algériens à comprendre des choses les plus complexes, n'est-ce pas? Et vous démarrez un peu de ce principe pour pouvoir travailler en collaboration. Oui, et moi, déjà très humblement, on répond à cet élan du plus haut niveau de l'État et du président notamment, à venir intervenir et donner ce qu'on sait, sans donner de leçons aux Algériens, mais quand même à transférer nos compétences. Et surtout, j'ai une forte idée des Algériens, c'est peut-être très subjectif. Je pense qu'ils sont capables de comprendre des choses et de s'adapter fortement. Et j'ai beaucoup d'espoir pour que ces pratiques soient intégrées à toutes les pratiques en Algérie. Alors là, on nous propose une autre photo probablement à commenter. Alors ça, c'est un projet qu'on a mené, qu'on est en train de mener sur Médina en Arabie Saoudite. Et on se rend compte que même là-bas, on a du mobilier urbain qui a été sourcé, mais qui n'est pas endémique, c'est-à-dire qui n'a pas été créé avec des matériaux locaux. Donc la problématique, elle existe un peu partout. Et en Algérie, on voudrait faire en sorte que ce mobilier urbain il soit vraiment représentatif de ce qui est le matériau local et des artisans locaux surtout. Et les faire travailler avec des pratiques modernes et contemporaines. Voilà. Alors moderne et contemporaine, donc joindre un petit peu tout ce qui est pratique ancestrale, tout ce qui est pratique contemporaine et pratique moderne. Avec une résurgence de certains artisanats qui peut-être ont été un peu malmenés et qu'on pourrait revaloriser. Alors comment on peut mettre aussi en pratique le thermique, donc votre domaine dans toutes ces pratiques-là? Alors pour le coup, si on veut parler de modernité, en soi, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement suivre les différents textes de réglementation. On sait qu'il y a plusieurs décrets, plusieurs textes de loi. On a aussi la RTB en Algérie, la réglementation thermique des bâtiments. Comment mettre en pratique? Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. C'est-à-dire qu'on a la théorie des textes de loi, on a la réalité sur le terrain. On a un exemple qui montre qu'il ne faut pas aller à la vitesse supersonique, c'est-à-dire que quand on regarde le Concorde, c'est assez mal fini. En fait, il faut trouver simplement le juste équilibre entre ce qui est attendu réellement, les possibilités, et à partir de là, commencer en réalisant plusieurs étapes pour avancer sereinement. Alors parlez-nous très rapidement de votre intervention qui aura lieu lors de cette conférence. Personnellement, j'interviens lundi, mais il faut venir dès demain. Oui. Il faut venir dès demain sur le salon, mais j'interviendrai lundi matin sur les audits énergétiques. On sait aujourd'hui que l'Algérie, c'est un acteur majeur dans le secteur de l'énergie mondiale.
mais on sait aussi qu'on a une croissance démographique qui est très très haute. Ce gisement énergétique, finalement, il n'est pas infini. Donc, quelles sont les solutions? En quoi l'audit énergétique est une solution et comment l'appliquer sur le marché algérien? Et pour répondre à ces questions, il faut être là. Tout à fait. N'est-ce pas? Et sinon, Mourad, votre intervention? Très rapidement, moi je vais me concentrer sur deux aspects. C'est comment on accompagne les grosses transformations urbaines en Algérie et comment on met en place des projets transitoires de communication avec les citoyens et les donneurs d'ordre. Et autre sujet, comment on identifie un territoire. Souvent, on le met de côté. Oui. Comment on identifie un territoire pour que les gens aient une vraie adhésion sur ce territoire. Ce qui vient de se faire à Bjeya, pour ne pas la citer, en montagne, d'avoir Bjeya écrit en très grand en LED, qui identifie le territoire, c'est une très 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 bonne action et je félicite ceux qui ont été à la base de ce projet. Voilà, et votre intervention, c'est prévu pour demain à 14h. Ah, il faut être là. Bon, oui, pour avoir, et pour tous les autres aussi. Voilà, et pour tous les autres aussi. Donc rendez-vous pris à partir de demain jusqu'à lundi. Donc c'est la première édition. Alors quand on dit première édition, il y aura certainement une deuxième. C'est ce qu'on espère. On le souhaite tous. On espère, n'est-ce pas? C'est le travail. Je vais aussi rendre hommage à tout le travail, je le répète, des organisateurs Mourad Amadash et Akliam Rouge qui ont été des tauliers, des gens absolument formidables. Je les félicite. Bravo à eux. Et puis, Inch'Allah, on va dire que cette conférence va s'ancrer comme une véritable tradition. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Donc, rendez-vous pris à partir de demain jusqu'à lundi. Très belle continuation à vous. Je rappelle, Mourad Oural, vous êtes donc Global Designer. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Et Mehdi Hamadej, vous êtes aussi thermicien. Tout à fait. Voilà, merci encore et très belle continuation. On continue et nous allons aller du côté de Ouargla, cette fois-ci en compagnie de notre ami Naïma Al-Walish qui nous fera la guide touristique. On se retrouve juste après. Dans l'une des montagnes rocailleuses du désert de Gardaïa est sortie de terre il y a 20 ans une cité écolo nommée antiquement Tafilelt. Conçue par les notables de la ville pour loger leurs congénères, Tafilelt fait formidablement écho à la cité millénaire de Bnizgen. Du point de vue architectural, c'est étudié minutieusement pour répondre aux conditions arides de la région du Sud et en tenant compte des règles, c'est-à-dire architecturales de nos ancêtres. Et on a ajouté la touche moderne de notre vision actuelle. Et comme vous voyez, c'est-à-dire comme exemple, vous constatez qu'il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, sauf une seule fenêtre en haut de la cuisine pour l'aération de la cuisine. Donc, en échange, il fallait trouver une solution. Donc, la solution trouvée, c'est on a créé, à l'intérieur de la maison, là, il y a deux ouvertures. Une ouverture sur l'étage supérieur et à la terrasse, ce qu'on appelle shebek. Maison harmonieuse, couleur terre, la cité est entourée de jardins verdoyants, façon de créer un microclimat dans cette région torride du sud. En plus de la verdure, le village est doté d'une attraction pour le moins curieuse, un parc écolo avec mini-zoo. On a créé un écoparc qui va accompagner la vie humaine au Ksar. Cet écoparc, c'est tout un espace vert qui se compose de différentes espèces végétales et quelques animaux. Donc, figurez-vous, c'est une création nouvelle, c'est-à-dire il n'y avait pas de présence d'espaces verdoyantes. Donc, on l'a créé, c'est-à-dire on a importé de la terre végétale et on a créé tout cet espace. Le Ksar, il a été construit avec des matériaux locaux, la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'était avéré par la suite que c'est des produits qu'on trouve sur place. Donc ça coûte moins cher, premièrement. Deuxièmement, très important, il s'est avéré que ce sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. Des projets, construire directement, non. Mais construire au niveau des universités algériennes et étrangères, en urbanisme et en architecture, ils viennent en stage pratique pour s'inspirer, voir notre expérience et voir même
là où on a échoué, on le dit, pour améliorer et construire Homa dans leur région, à Annaba, à Alger. C'est un modèle, voilà. Tefilelt englobe quelques 1050 maisons de type social et le projet a tellement séduit que les pouvoirs publics ont donné leur feu vert pour étendre le concept sur d'autres rayons qui attendent impatiemment assainissement. Et voilà, c'était donc une visite guidée du côté de Ghardaya et c'était Naïma Loualish qui nous y a emmenés autant que guide touristique. Et les guides touristiques, nous en parlons puisque nous célébrons la journée internationale des guides touristiques. Et pour en parler, parmi nous, donc notre invité, M. Taïeb Sabour. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, M. Sabour, vous êtes guide touristique des musées et les sites historiques, n'est-ce pas? Parce que c'est très spécifique finalement. En premier, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Bonjour Algérie, Canal Algérie. Oui, c'est très spécifique. Quand on parle de guide, maintenant on parle de guide touristique. C'est quand même médecin généraliste. C'est généraliste. Mais ma spécialité, c'est guide accompagnateur agréé, bien sûr, de musées et sites historiques et archéologiques. Ça touche beaucoup plus tout ce qui est le culturel, le cultuel, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées sur le balnéaire, le thermalisme, le sport de montagne. De toute façon, il y a toujours un chevauchement, il y a toujours une relation entre les différents sites, effectivement. Alors, M. Sabour, aujourd'hui, nous parlons donc de ce métier. Donc, guide touristique, est-ce que c'est tout le monde qui peut être guide touristique, bien sûr? Pas du tout, parce que comme chaque fonction a une formation, une spécificité. Pour être guide, au préalable, il faut avoir des maîtrises en histoire ou en préhistoire ou en architecture. Quand on parle de maîtrise, c'est à 5 années d'études, avec un mémoire de fin d'études. Par la suite, pour, se permettre de faire une formation de guide qui dure 30 mois ou 3 années. Ah, quand même, c'est un cycle long. Oui, c'est un cycle long. Et à partir de là, l'État vous délivre un agrément pour exercer ce beau métier qui est guide, qui accompagne les visiteurs à travers le pays. C'est comme par exemple, si vous conduisez une voiture, il vous faut un permis de conduire. C'est obligatoire. C'est-à-dire si vous n'avez pas de permis, vous êtes en infraction. Nous, si on n'a pas nos agréments et nos cartes professionnelles, on est en infraction avec l'État. Et accompagner un groupe, c'est-à-dire le guide, c'est le premier et le dernier maillon de la chaîne. C'est lui qui réussit la visite. L'agence, elle fait que faire le réceptif, mais le premier et le dernier qui est en contact avec le groupe, c'est le guide. Après, le guide est une très grosse responsabilité, j'imagine, M. Sabour, parce qu'il donne beaucoup d'informations, et donc ce sont des informations qui seront finalement la vitrine de l'endroit, de l'espace ou du pays en lui-même. Donc c'est une grosse responsabilité qu'endosse le guide touristique. Vous savez qu'en général, le guide a déjà au préalable une information sur le site qu'on va visiter. Mais vous savez que si je me prends moi comme exemple, je me base toujours sur l'auditoire. C'est l'auditoire qui me fait fonctionner. Quel type d'auditoire j'ai? C'est des seniors, c'est des enfants. Donc vous vous adaptez. Je m'adapte et dans l'auditoire, il est hétérogène, il n'est pas homogène. Vous pouvez avoir dans un groupe un historien, un préhistorien, monsieur tout le monde. Et c'est à partir de là, en essayant de voir et un petit peu canaliser tout ce groupe. Et j'ai toujours dit que le baromètre de la pensée des gens, c'est le visage, c'est l'expression du visage. Et à partir de là, j'évolue. Si c'est des scientifiques, je mets un peu d'histoire, bien sûr, je parle de l'histoire, du site et tout, mais il faut revenir toujours à la première des objectifs de la visite. Il faut qu'une visite touristique reste un dessert, il ne faut pas trop gaver les gens. C'est par la suite, si on trouve que c'est un public, un petit peu, un auditoire averti, c'est là où on commence encore à ne pas les gaver, mais leur donner l'information voulue. C'est très pédagogique, finalement. Oui, c'est pour ça que je dis que la visite, elle évolue d'un groupe à un autre et elle évolue par rapport à la taille, par rapport à pas mal de paramètres. C'est pour ça que je dis que le guide, il est à la fois animateur, pédagogue et éducateur. C'est un 3 en 1. Un 3 en 1, oui. Donc, beaucoup de fonctions en une, donc, comme vous l'avez si bien dit, en fonction des catégories. Donc, aussi, un guide touristique, est-ce qu'il peut se spécialiser? Donc, avoir une spécialité particulière ou un espace particulier qu'il doit gérer à chaque fois? Oui, c'est vrai. Au départ, le guide, c'est déjà une passion. C'est-à-dire, si je me vois, moi, mon cheminement et
Là, j'étais déjà archéologue dans un musée. Oui. Automatiquement, mon domaine, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. J'ai côtoyé pas mal de grands préhistoriens et historiens. Et le cheminement est venu automatique. L'État, on a eu cette formation entre 98 et 2000, et je suis guide depuis 2000 à nos jours. Et mon agrément, je l'ai eu en 2008, c'est pour vous dire qu'une vingtaine d'années. Mais au préalable, j'étais prédisposé à faire cette fonction, de parler d'archéologie, de l'histoire, et on se spécialise. Mais il n'y a pas que ces deux choses-là, il y a aussi une culture générale. Parce qu'on peut sortir pendant tout le long d'un voyage, il n'y a pas que le site on peut parler des spécificités des régions, des personnalités nées dans ces régions-là, qu'est-ce qui se produit dans la ville qu'on visite, tout ça, ça a une relation avec la culture générale. Et le guide, au préalable, il doit être prédisposé par quelque chose, aimer le public, transmettre. Oui. Parce qu'on peut être Ce sont balèze. des qualités qu'il doit avoir au préalable. Parce qu'on peut être balèze, par exemple. On a eu beaucoup de grands historiens, de préhistoriens, mais ça leur manque cette pédagogie de transmettre. Je ne vais peut-être pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais la transmission, la pédagogie, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on a 3 années d'études. Oui. On étudie la personne, les comportements, les visages et tout ce qui s'ensuit. Et aussi transmettre d'une manière fluide, pour ne pas trop aussi casser ou parler et employer les termes appropriés à l'assistance ou un petit peu à l'auditoire. Effectivement. Alors aussi, M. Sabour, un autre point par rapport au guide touristique. Donc le guide touristique, il doit être aussi à la page. Donc parce que si on va à l'archéologie, par exemple, ou n'importe quelle autre science ou l'histoire, donc il faut toujours actualiser ces informations parce que finalement, il y a toujours de nouvelles apparitions, de nouvelles découvertes, de nouvelles théories aussi qui peuvent être proposées par les scientifiques. Et donc le guide touristique doit être à la page finalement de toutes ces nouvelles données. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'un guide ne doit pas dormir sur ses acquis, qu'il y a toujours de choses nouvelles, des choses nouvelles qu'on fait, et on doit toujours être au diapason avec les nouvelles découvertes, quel que soit en préhistoire, parce que ça évolue, c'est pas quelque chose qui stagne, et l'histoire aussi, et les événements qui se font à travers le monde, parce que cette journée, j'ai oublié de vous dire, elle est fêtée mondialement par l'association mondiale, plutôt la Fédération mondiale des guides touristiques à travers le monde, et le 21 février, ça s'est fêté dans partout dans le monde. Voilà, donc c'est une fédération donc, qui regroupe les touristes à travers le monde, et donc ce sont de nouvelles pratiques, de nouveaux outils qui sont échangés chaque année entre les différents touristes à travers le monde. Oui, c'est bon, il y a des échanges maintenant avec Internet, le monde est devenu petit, on peut échanger, parler tout ce qui s'ensuit, et parler aussi d'autres catégories, parce que j'allais dire, si je peux prendre l'opportunité de l'émission, de parler aussi en dehors des valides. Moi, je me suis beaucoup plus spécialisé à une autre catégorie sociale qu'on appelle les non-voyants, en réalisant un des premiers guides en braille en Algérie. On peut le montrer, donc c'est le premier, n'est-ce pas? En 2000, c'était les collections du Bardo. Bon, j'ai voulu encore en faire. Et ça, c'est une catégorie sociale qui a une insuffisance visuelle et non pas intellectuelle. Ça a été une première. On a fait des moulages pour les objets. Et j'aimerais bien qu'on continue. Et je continue sur ce travail-là pour vous dire que le tourisme ne touche pas qu'une seule catégorie. Il touche l'ensemble des populations. Effectivement, et comme vous l'avez si bien dit, donc les facultés intellectuelles sont là, donc la personne, elle peut toujours apporter un plus au métier. Voilà. Un petit mot peut-être pour clôturer pour les touristes qui nous regardent, plutôt pour les guides touristiques qui nous regardent ce matin. Bon, je pense que je les salue, je le représente pas, mais c'est des collègues qu'on échange. Il y a quelqu'un, je voulais ramener avec moi un guide de Jmila, Salim, que je salue. Malheureusement, j'allais dire, les choses se sont vite faites. Je n'ai pas eu le temps de le contacter, mais on a l'occasion de le recevoir. Oui, on aura l'occasion de le recevoir. Je salue tous les guides, ce qu'on appelle les guides de site, qui sont sur site, comme Salim, Tawfiq, Batna et tout ce qui s'ensuit, et les guides agréés, je dis bien agréés, qui sont sur le terrain, qui font au quotidien de promouvoir et parler de ce beau métier, que c'est un métier qui est, j'allais dire, avec ses normes, avec ses règles, et je dis aux gens qui
qui nous sollicitent, demandez vos droits, demandez au guide leurs papiers ou bien leur carte professionnelle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, M. Taïb Sabour, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, merci de faire pour encore une l'invitation. fois la promotion de ce beau métier dont nous avons besoin, certainement. Merci encore à vous. L'audiovisuel aussi, les images, les belles vidéos, les belles images sont aussi un guide touristique, n'est-ce pas? Oui, je n'ai pas vu les photos qui se sont voilà, il y a eu de très belles photos. Oui, il y a eu de très belles photos que vous avez vues, justement, oui, à travers, je voulais prendre un petit peu pour dire que ce n'est pas exclusivement réservé à Alger, c'est un peu tout, Oran, le sud et tout, mais il n'y a pas une photo qui vaut la seconde, c'est pour ça que j'ai pris quelques Alors photos. aujourd'hui, nous allons faire nous-mêmes les guides touristiques à travers ces très belles images que nous allons vous proposer. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on va rester dans ces visites touristiques, voilà, et cette fois-ci, ça va être de belles images qu'on vous propose, et on se retrouve juste après. Très belle visite à travers ces images sur les belles sonorités donc, du défunt Amr Zahir Allez, cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser aux étudiants, les étudiants qui font un travail magnifique sur terrain, un travail colossal. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'école des statistiques pour revenir sur un événement qui a débuté déjà hier. Et nous allons en parler en compagnie de nos invités, à savoir Rania Aïdan. Rania, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Avec plaisir. Et parmi nous également Youssef Othman. Voilà. Youssef, bonjour. Donc, bonjour, merci de nous recevoir. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, un événement donc, dans le cadre de votre club scientifique. Oui. Alors, on va revenir très rapidement sur votre club scientifique. D'accord. En quelques mots. Donc, on est un club scientifique à but non lucratif, créé en 2015 par des étudiants de l'école des statistiques. Et on fait des activités, des événements, on a un programme annuel, on le fait chaque année et on fait dans la création et on reproche les étudiants du monde professionnel, des formations, des événements, des visites d'entreprise. Voilà, donc une fois qu'ils auront leur diplôme, ils sont prêts finalement pour le monde professionnel. Exactement. Voilà. Alors Youssef, cette fois-ci, c'est un bel événement qui se tient au profit des étudiants. Ça a commencé hier, Data Science, oui. tu me disais? Non, c'est l'événement, il s'appelle l'Open Data. L'Open Data, voilà. Donc c'est une compétition dans le domaine de la Data Science. Voilà. Donc c'est un hackathon, ou pour préciser, un datathon, parce qu'on utilise des data, c'est l'analyse des data. Du coup, c'est un événement organisé par notre club IAIC plutôt. Donc pour les étudiants, donc il se déroule sur 3 jours, donc le 20, 21 et le 22. Ah, ça a commencé hier. Voilà, ça a commencé hier. Ils sont déjà sur place alors Ils sont déjà sur place. Donc la première journée, elle a été consacrée à faire des formations accélérées pour les participants, pour les aider pour
pour résoudre la problématique, parce qu'il y a une problématique qui a été fournie par notre partenaire. Donc c'est une multinationale. C'est une problématique? Oui. Alors, ça tourne autour de quoi, la problématique? Donc ça nous a été fourni par une multinationale dans les e-commerce. Voilà. Donc ils nous ont donné des données, une problématique qu'ils ont 24 heures pour... ils vont faire une nuit blanche, voilà, pour la résoudre. Pour la résoudre, très bien. Alors, Youssef vient de nous dire que hier c'était une journée formation, donc ça tournait autour de quoi, les formations? Donc des formations déjà pour une introduction, et déjà les participants ils ont une base en data science parce qu'on a fait une sélection des participants. Il y a 40 participants, 4 participants par équipe. Donc il y a 10 équipes et on a fait des workshops simultanément. Là où il y a eu des formations dans le data science en R, langage Python et les différents langages de data science. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent résoudre la problématique. Et aussi, il y a des formations en public speaking parce qu'ils vont faire une présentation qui sera demain. Ils vont présenter leur projet. Finale. Oui, c'est la clôture de l'événement demain. Ah, c'est vraiment un moment crucial, hein, la présentation. Oui, parfois, on fait un très très beau projet. Mais la présentation, on passe à côté de la présentation. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a programmé des formations aussi en public speaking pour qu'ils arrivent à expliquer l'idée terrain. Finalement, joindre l'utile à l'agréable. Hein, donc, participer déjà à la compétition, mais aussi profiter donc, finalement de toutes ces connaissances, de ces compétences que vous leur proposez. Alors, donc, une fois qu'il y aura la présentation donc, de ces solutions à cette problématique, il y aura combien de lauréats qui seront sélectionnés sur les 10 Non, c'est une seule équipe qui gagne. Ah, c'est une seule équipe. Il y a des jurys. Donc, ils vont présenter, comme on a dit, ils vont présenter leur solution. Et donc, nous, le but de ça, c'est pour tester la créativité. Parce que chaque équipe a sa façon unique de résoudre. Exactement. Donc, ça donne une innovation. Du coup, oui, c'est ça. Donc, il y aura une équipe qui sera sélectionnée. Voilà. Donc, l'équipe qui sera sélectionnée, elle aura quoi compris? Oui, donc il y aura beaucoup de cadeaux et surtout des formations. Des formations surtout. Pour l'équipe, pour l'équipe gagnante. Donc, un accompagnement par la suite. Oui, exactement ça. Alors, est-ce que la solution que l'équipe proposera sera probablement prise par la multinationale qui a proposé la problématique? Oui, c'est fort possible. Oui. Ah, ça, par contre, c'est une belle reconnaissance. Même la deuxième et la troisième équipe, en fait, ils vont avoir des choses. Voilà. D'accord. Mais le grand cadeau, c'est pour la première équipe. C'est pour la première équipe. Voilà, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est dans le but de l'immersion professionnelle. Donc ça donne. Du coup, même comme c'est une compétition, donc comment gérer son stress, comment gérer le temps, parce qu'on est limité par le temps. Donc à 10h, ils vont rendre leur projet. Du coup, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Oui, ils ont fait une nuit blanche. Une nuit blanche. Allez, c'est pour la bonne cause. Pour les organisateurs et pour eux. Les organisateurs aussi. Oui. Alors vous aussi, vous avez fait la nuit blanche? Oui, on est venu directement au plateau. Ah, directement. On est directement. Mais vous paraissez en forme, hein? Ouais, ça va. On ne dirait pas que vous avez fait une nuit blanche. Oui. Eh ben voilà, bravo à vous. Donc l'événement se poursuivra jusqu'à demain? Oui. Donc demain à la finale? Ça sera la clôture, oui. Ça sera la clôture. Très bien. Alors, donc nous aurons demain, en tout cas, notre équipe sera parmi vous. Donc pour couvrir un petit peu l'événement et voir comment vos équipes travaillent sur place. On vous souhaite une très belle continuation. Vous serez les bienvenus. Et puis bravo pour tout le travail, que vous faites. Donc c'est vrai que l'université aujourd'hui c'est très dynamique, hein, n'est-ce pas? Ça bouge. Voilà. Merci beaucoup Rania. Merci beaucoup Youssef. Très belle continuation à vous. On vous dit à demain puisque notre équipe sera avec vous. Vous serez les bienvenus. Inch'Allah, merci beaucoup. On continue. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser aux chansons patriotiques, justement, qui restent ancrées dans la mémoire collective des Algériens. Et c'est justement l'ami Aboud Bouda qui a rencontré quelques citoyens. Et vous allez voir, vous allez être impressionnés. Ce sont des citoyens qui apprennent toujours, qui ont toujours en mémoire ces chansons. Ils nous les ont même interprétées dans le micro de l'ami Aboud Bouda. Regardez, on se retrouve juste après. اللي تأثر علينا حنايا كشعب جزائري
هي أغنية الناشد الوطني الجزائري قساما، لأنه يحمل المشاعر عديدة توصف الشعب الجزائري خلال فتراته الزمنية من الحرب الاستعمارية. كاتب العظيم مفدي زكريا لأنه كتبها بدمائه، وبالإضافة إلى أنه مزج الألم والمعاناة الشعب الجزائري وغضبه وانتقامه الشديد الذي أظهر للمستعمر إلى يومنا هذا قدرة الشعب الجزائري أنه شعب لا يستعمر ولا يستبد. السمان يحشر على الحلو كي تشوفك كي تعيش تحت ريها. في الأرض نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة. البلاد نحبوها وزعما شغل كي نسمعوا صوالح هذه سقينا غتجري لنا في الدم. وما من أجلك عشنا يا وطن سي لا ميور. ديجا كانوا يديروا لنا بزاف في العسكر دونك تزعزع سي جي لا شير دو بول. En fait, ce que nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères avaient vécu en Algérie à l'époque coloniale. Et là, c'est juste une petite réponse à ceux qui disaient les bienfaits de la colonisation. C'était que la misère. فيك طاب المقام وطاب إنشادي. أهوى عيون العسل، أهوى سواقيها، أهوى ثلوج الجبل، ذابت لآلها. استقلال وطننا. مرعاك عين الساهرة ولدتي يا رب الإرادة والعزيمة والحياة. ربي لا رب العلا ورزق حفتي يا طيارة صفراء هذه يما يما هي اللي كتغنيها لنا. طيارة صفراء تقول لي هذه الأغنية هذه. C'est donc les chansons patriotiques et c'est la Mia Boudbouda qui s'est intéressée à ce sujet. Donc elle a rencontré quelques citoyens. Siham, Samira, bonjour. Bonjour. On s'est reconnus à l'écran. Pardon. Ce n'est que toi. Oui, ce n'est que toi. Alors avant de passer à sujet le palpitant. sujet, j'imagine que vous êtes reconnus dans le reportage de la Mia Boudbouda. Oh, beaucoup, oui. N'est-ce pas? Oui, énormément. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui ne serait pas impacté au moins par ces chansons patriotiques. Non, moi, à l'école primaire, dans Oui. cette fameuse Ikhwa el-Hachmi, je chantais. oui. Je passais de classe en classe et je chantais un certain nachid. Alors, je pense que nous avons eu la chance de faire la même école, Oui. n'est-ce pas, Siham? Tout à fait. Alors, ce qui avait marqué l'Ikhwa el-Hachmi, c'était à la fin du cours, donc il nous restait toujours 5-10 minutes. Et pour ne pas rester sans rien faire, on chantait les chansons patriotiques. Voilà. Donc c'était une façon. Moi, ça me rappelait tous les samedis matins, il y avait la levée du drapeau. Avec, samedi matin et jeudi après. Et jeudi avant de quitter l'école pour le week-end. C'était midi moins quart à notre époque. Voilà. Donc voilà. C'est inscrit. C'est inscrit dans la mémoire. Et c'est normal, c'est la moindre des choses parce que ça rappelle
une époque douloureuse, mais aussi glorieuse. Glorieuse à la fois, Voilà. effectivement. Bien cette période, c'était Oui. pas mal. On a appris beaucoup de choses aussi. On a appris beaucoup de choses et qui nous suivent jusqu'à Exactement, aujourd'hui. La chance que c'est nous ça avons, nous a forgé, effectivement. écoutez. Alors, ce sera Dar Dar Sultan. Oui. Aujourd'hui. Oui. Une visite guidée. Une visite guidée, Alors, un tu petit seras retour notre dans guide, le puisqu'aujourd'hui temps. nous célébrons la journée internationale du guide touristique. Tu Ah seras oui. notre guide à Dar Sultan Ah, aujourd'hui. gratuitement. Mais ça sera juste après cela. Dar Sultan. Oui, Samira. Dar Sultan, le sommet, le pic d'Alger, le plus haut sommet de la, on va dire d'Alger centre, hein, pas, sinon c'est Bouzrea. Dar Sultan, 1516 à peu près, donc 16e siècle, les frères, plutôt Baba Roj, arrivent et ils construisent un fort militaire. À la base, c'est un fort militaire. Hein. Il a fallu, je crois, plus de 160 ans pour que la citadelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, Dar Sultan, soit achevée. On va dire avec ses mosquées, ses palais, ses dépendances, ses parcs aussi, et sa poudrière. Je voulais juste insister sur une chose, c'est que Dar Sultan, ce n'est pas seulement la Casbah d'Alger ou la citadelle d'Alger. La Casbah d'Alger, c'était un territoire qui s'étendait de Ténès, on va dire la pointe Ténès, jusqu'à, de Boumerdès à Ténès, donc le sultanat, on va dire, d'Alger. Et il y avait donc les beyleks, le beylek du Titri, celui de l'Oranie, celui de Médéa, qui est celui du Titri, Constantine plutôt. Alors Constantine, Titri et celui d'Oran. C'est un endroit qui est magique, magnifique. On est à 118 mètres d'altitude à Alger, au niveau de la mer. On a un palais, on a une caserne, un fort qui s'est transformé en un endroit qui aujourd'hui est chargé d'émotions, chargé d'histoire. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le palais de la Djenina, donc celui qui se trouvait à la place des martyrs actuellement et qui était le siège du gouvernement central d'Alger, c'est-à-dire les rois d'Alger, d'abord berbères, Salim Toumi, le dernier, et tous les haras, les beyleks, les émirs des émirs se sont installés là pour gouverner l'Algérie. Donc là, nous avons une vue. C'est une maquette qui a été réalisée fin des années 70, début 80 par un bureau d'études polonais et qui a permis, qui aide jusqu'à aujourd'hui à la restauration et la réhabilitation de la citadelle d'Alger. Ce qu'on voit, c'est la Casbah d'Alger. Tout le reste, à partir de Serkadji et jusqu'à en bas en fait, jusqu'à Bab Azoun, c'est la vieille Médina, ce qui était berbère. Bien avant, on va dire peut-être 10e siècle, 10e, 11e siècle, c'était les Sanhaja. Quand les Ottomans sont arrivés, ils ont installé la citadelle, une caserne, et ils ont rajouté des remparts. Il reste encore quelques... Voilà, ils ont installé aussi des casernes, les casernes des janissaires, il y en avait à peu près 7 ou 8. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule. Elle est au niveau du Théâtre National, ce qu'on appelle le centre culturel du Moudjahid, qui est mitoyen avec le Théâtre National. Oui, aujourd'hui, c'est un hôtel, on ne peut pas vraiment le visiter, mais parfois ils sont gentils, ils nous laissent... c'est un très bel endroit qui mériterait d'être restauré, justement. Et j'espère qu'il sera restauré et réhabilité en tant que caserne des janissaires. On rappelle que ça a été modifié, beaucoup modifié, par des tremblements de terre et par la colonisation française. Tout le quartier a été détruit par les Français quand ils sont arrivés en 1830, et en particulier le palais de la Djenina qu'on a vu. Alors, qui a transformé la citadelle en citadelle telle qu'on la connaît aujourd'hui? C'est Ali Khouja. C'était en 1817. C'est l'avant-dernier des Dey d'Alger, donc des rois d'Alger. Il a eu peur pour sa vie parce qu'il avait peur des janissaires. Toujours les janissaires, ils ont tué, je crois, 7 Dey, 7 rois d'Alger. Donc, toujours, il avait cette menace. Il y avait aussi les attaques des Anglais qui, en 1817 aussi, 16-17, ont attaqué Alger, donc les canons pouvaient toucher le palais de la Djenina. Donc Ali Khouja il est monté à la citadelle et il en a fait, on va dire, le siège du gouvernement central. Bon, après il y a eu des rajouts, la mosquée, ce qu'on peut visiter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez visiter, parce que dimanche c'est la journée nationale de la Casbah.
Normalement, tout est gratuit. Les accès au musée, tout ce qui est étatique, c'est gratuit. Normalement, je sais que c'est gratuit pendant le mois du patrimoine. Le mois du patrimoine, Mais oui. bon, c'est pas cher. Au-delà, c'est 200 dinars. C'est rien du tout. C'est symbolique, ça reste Mais vous symbolique, pouvez y effectivement. accéder. Donc, on y accède quand on commence la visite d'Alger, de la Casbah d'Alger. On commence en général par le haut. C'est moins fatigant. Donc, c'est même si c'est 105 hectares. La Casbah, c'est 1 hectare en descendant, c'est-à-dire c'est facile. Quand on monte, c'est 500 marches. C'est laborieux, c'est difficile. Mais donc, il vaut mieux commencer par en haut, la citadelle. On peut y accéder. Djemaa el-Brani sur la gauche. On rentre. Ici, c'est le palais du Dey. Il est actuellement en restauration. Il n'a pas encore réouvert au public. Derrière, on a le harem. Le harem donc les femmes, le palais des femmes. Il y avait un parc des autruches. Il n'existe pas depuis la colonisation française. Les Français ont creusé une route qui a beaucoup suscité de changements. Et ensuite, on a la poudrière qu'on peut visiter. Elle est superbe. Elle a explosé une première fois du fait ottoman. Et aujourd'hui, elle a été restaurée. On peut visiter la mosquée du Dey qui est fabuleuse. On peut visiter le quartier des Haras, le hammam, les dépendances aussi, là où il y avait les fours, le stockage. Voilà. Voilà. Et on peut faire tout ça en une journée. On peut tout faire en une journée à la Casbah. On peut tout faire en une journée, Oui. c'est l'avantage. Pas tout faire, c'est pas vrai. Mais on peut faire le circuit, on va dire, on peut faire le touristique. circuit, mais... Oui. On peut manger là-bas, c'est très agréable. C'est accessible et agréable. Et on a, quel que soit le point, on a une vue imprenable sur Alger, sur la baie Alger, d'Alger. effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Samira. C'est dimanche, la journée de la C'est dimanche, tu reviendras, j'imagine, Bien sûr, sur cette journée. Absolument, dimanche, sur on les te palais, retrouve, d'Alger. dimanche, n'est-ce pas? Oui. Alors, Siam, ça va être les prénoms composés pour aujourd'hui? Oui, prénoms composés, on peut visiter, donc c'est un prénom aussi. Voilà, on peut visiter visiter Siam la Kéri guide. à travers les prénoms composés pour cette fois-ci. Ce sera Il y a tout un après jingle. ceci. Oui, Apparemment, il y a un oui. jingle, bah oui. J'aime pas Ah bien ouais. sûr. Ça donne du punch, mais bon, attends. On peut réécouter la musique là? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prénoms composés qui Oui. passent comme ça inaperçus. Bon, on a déjà Bah, il y a parlé déjà de- le bien, hein. Bah oui, Bah voilà, voilà. Nour el-Huda. Alors, nous avons Nour el-Huda, nous avons Nour el-Yaqin. Et puis un autre qui est complètement tombé dans la désuétude, qui est Sarhouda. Alors Sarhouda, vous pouvez le trouver à l'est algérien, mais écrit comme ça. Sarhouda, maintenant on Sad, c'est l'écrit. avec Sad aussi. Actuellement, on l'écrit avec Sad, mais bon, on l'écrit plus parce que les femmes qui portaient ce prénom n'existent plus. Mais il y a eu, en fait, c'est un prénom composé c'est pas Sarhouda, mais c'est Sir el-Huda. D'accord. Donc vous voyez Voilà. comment Sir C'est une el-Huda se déformation. transforme, Se une transforme, déformation, oui. voilà, et qui s'est transformé en Sarhouda. Khalti Sarhouda, c'est quoi ça? Mais il n'y a pas de Sarhouda, c'est Sir el-Huda. Vous voyez, donc D'accord. Huda, Nour el-Huda, Sir el-Huda, Nour el-Yaqin aussi, qui a beaucoup existé, surtout à l'est algérien. Du côté de la Saoura et du côté de Tindouf aussi, nous avons des prénoms composés, ce sont des prénoms phrases. Slamet Bouha. Ah, carrément. Et Islam Trouha. D'accord. On peut trouver ceci. Et ça existe. Ça existe. Et on peut trouver aussi ce genre de prénom en Kabylie, Leitmes, la grande de ses frères, l'aîné de ses frères. Ok. Donc nous avons ces prénoms phrases. Nous avons du côté de Médéa aussi Shemsendiet. Shemsendiet, c'est le soleil à éclater, au soleil et vous voyez que c'est franchement un beau prénom qui est en train de disparaître. Nous avons Zint Douem à Alger qui est complètement, disparu. À Mostaganem, nous avons Serdar ou Khadmet Nabi. Et ça, c'est des prénoms. C'est poétique, aussi. hein, Oui, carrément, très poétique. c'est C'est très poétique. Nous avons Bahrzine du côté de Tébessa. Bahrzine qui est très joli prénom des poètes féminin. avant. Bahrzine. Alors, je passe aux prénoms masculins. Il y en a un. Des prénoms masculins aussi composés. On partage avec la Tunisie les prénoms de Berglil et Berglah. Alors, quand on dit Berglil et Berglah, c'est Barakul Layli et Barakun Laha. Donc, imaginez un éclair en pleine nuit. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'est fascinant. Donc, c'était des prénoms. Alors, nous avons Shahouzman. Shahouzman, c'est désir du temps. Nous avons Kamarzman qui a disparu. Ça, je suis vraiment dans la région est frontalière algérienne. Où sont Ce passés des ces prénoms. gens? Oui. Shahouzman, il y a un monsieur qui porte toujours ce prénom et les gens de Châteauneuf pour pas me témoigner. D'accord,
Il habite juste à côté de l'Ikhwan Hachmi. Pour revenir à Je devrais le connaître, alors. Oui, oui. Oui. Mais en tout cas, nous avons ces prénoms qui sont en train de disparaître et je trouve que c'est dommage. Alors, il nous reste quelques prénoms qui sont devenus des patronymes, des noms de famille, comme Sidrom. Oui. Sidrom, à l'origine, c'est pas. On a c'est des pas un collègues qui patronyme. s'appellent Sidrom dans la presse. C'est un prénom, Sidrom. Nous avons Lallahum, Oui. qui était un prénom aussi bon. Aussi la fille du roi nous avons notre collègue de Coucou, n'est-ce pas? Oui. Voilà, Collègue Lallahum, c'est Lapieuse, l'empire de Lallahum. Coucou. Oui. Donc, vous voyez que il y a c'est joli, c'est poétique, c'est raffiné, c'est subtil. Alors, c'est en train de Lallahum, c'est une disparaître. expression qu'on utilise tout le temps, mais ce n'est plus en prénom. Ce n'est plus finalement, en prénom, lorsqu'on a c'était- envie de parler donc d'une femme Exactement, qui est exceptionnelle. Si je reviens à la Casbah, il y avait Sidrom, il y avait Lallahum. Il y a À la Dar Casbah. Lallahum qu'on peut visiter. Oui, hein. n'est-ce pas? exactement. Et puis, vous savez que Sidrom, quand vous prenez le prénom Sidrom, il y a quelque chose qui va avec ce prénom, qui est légal à ce prénom dans notre ancien Numidie. C'est Massensen ou Massénissa, c'est Sidrom. C'est le D'accord. roi du Massil et du Massissil. Donc nous avons la même signification qui passe d'un côté à l'autre, mais c'est franchement la même chose. Donc, Ma'na nafsuhu, Sidrom, Massensen. Donc, vous voyez, donc il y a ces prénoms, c'était dans notre culture. Yugrathan, celui qui est à la tête, celui qui est là, Yurmrasen aussi. Donc vous voyez que ce sont des prénoms phrases, c'est des prénoms composés. Actuellement, nous avons des Nordin, des Badruddin, des Mahiuddin, nous avons des Abdelmalik. Ça, c'est plus des- commun, par Là, contre. c'est C'est plus très commun. récent par Oui. rapport à ceux que je suis en train de citer. Exactement. Donc vous voyez qu'on peut revenir, messieurs, dames, à nos Oui, à la poésie, finalement, Bah hein. oui, écoutez, Oui. c'était pas du n'importe quoi. Parce que الناس تاع بكري يقول لك non بكري كانوا يسموا برك non ما كانوش يسموا Non. برك فaisaient des C'était recherches. du sens et de la Et c'était profondeur. toujours, comme le dit à chaque fois Siham, c'est en fonction d'une période particulière, Tout à fait. d'un sentiment particulier, Oui, d'une tout à fait. attente particulière. D'une croyance particulière, d'une aussi. superstition, de Mm. quelque chose qui est là. Il y a des prénoms d'une certaine zone campagnard, il y a des prénoms campagnards, il y a des prénoms de la ville, il y a des prénoms d'une certaine zawiya, d'une certaine approche, il y a des prénoms marins. Il y a des prénoms sahariens. Donc, franchement, c'est tout un tout. Voilà. C'est très ouvert. Alors, finalement, et c'est, si on revient à ces personnes tabakri, comme tu le dis si bien, donc ce sont des personnes qui cherchaient le sens. Aujourd'hui, on cherche la sonorité, on cherche Aujourd'hui, la c'est beauté. plus la sonorité, Voilà. c'est faible. Mais avant, c'était C'est pas plus riche. de sens. Exactement. Aujourd'hui, c'est tatati, tatata. Donc c'est plus la sonorité, une sonorité mondiale, universelle. C'est la mondialisation, c'est bien, mais attention, il faut aussi garder son identité. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'on parle un petit peu des malfaits, on va dire, de la mondialisation qui touchent justement à l'identité. Tout à fait. Donc chaque chose a ses bienfaits. Exactement. A ses Donc impacts négatifs ces aussi. prénoms phrases. Moi, ne je pense sont à pas- Dassine, la fille, par exemple, de Yazid El Oui. Dassine, qui est une poétesse. Oui, du Sud. Du Sud. Du Hogar. Donc Oui. vous voyez que il y a autre chose derrière ces lignes. Il y a autre chose derrière ces prénoms. Il y a une vie, il y a une âme, il y a un charme. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de voir le ciel, la terre, le sable, les fleurs, les jardins. Quand on Bergelil, imaginez juste, vous êtes en pleine nuit, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes dans une autre- et il y a un orage là-bas, très loin, sur une dune, et vous voyez cet éclair. Là, ne me dis pas que c'est pas poétique, c'est un signe aussi de la nature. Ah, c'est un voilà. spectacle. Ah oui, c'est un spectacle. c'est un C'est un spectacle, show. carrément. Donc, Bergelil n'est pas un prénom bizarre, n'est pas un prénom qui arrive comme ça, qui tombe comme ça, mais c'est un joli prénom. Voilà. Enfin, c'est Très, envie de très dire. poétique. Effectivement, donc on voit que nos aïeux, Nos j'ai aïeux, envie de oui, dire, bien sûr. donc ils sont très connectés à la nature finalement. Ou Très liés. connectés. Très Oui, liés. très Dans liés à la certaines nature. régions, oui, beaucoup même. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en Siham, prie. pour cette séance poétique, n'est-ce pas, Oui. Samira? Alors, Samira, elle est. Oui, oui. On a perdu Samira. Hein. Il va Mais falloir bon, la je me dis, chercher Miskin, quelque part. qu'est-ce que t'as dit Voilà. Berkeley. Berkeley. Miskin, s'il avait ce prénom, Miskin, il a de Ah, ben, je ne sais pas, hein. Tu peux pas C'est savoir. Bergelil, hein. عيطوا له برقو. En tout cas, les filles, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, on sera à la veille de Ramadan. Hein. Inch'Allah. Donc, Ok, évidemment, on va ouais, essayer ouais. d'adapter tout cela. Merci beaucoup, les filles. Voilà, donc vous arrivez à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente Barco. journée à tous. C'est avec grand plaisir. Je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.